Je pense qu'il n'y a strictement aucun terrain d'entente possible entre Israéliens et Palestiniens, que ce soit sur le statut de Jérusalem, que ce soit sur le tracé d'une frontière, que ce soit sur le retour des réfugiés. Le fossé est bien trop grand dans tous ces domaines. Eh bien, nous sommes avec Stéphane Amar en Zoom. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain de plusieurs ouvrages, en particulier sur le conflit israélo-palestinien. Alors, justement, on en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a une page diplomatique assez volumineuse avec la visite de Pompeo, qui est encore dans les parages, avec la visite du chef de la diplomatie du Bahreïn, et puis avec l'annonce de la reprise de la coopération sécuritaire avec les Palestiniens. Alors, tout d'abord, on va commencer par la fin, la reprise de la coopération sécuritaire. Finalement, l'élection de Joe Biden enlève une épine du pied des Palestiniens qui étaient dans une situation économique particulièrement dramatique. Oui, il faut voir quelle est vraiment la réalité sur le terrain de ces déclarations, parce qu'il est évident que la coopération sécuritaire a continué malgré les déclarations des responsables palestiniens pour une raison très simple, c'est que les Palestiniens ne peuvent pas se passer de cette coopération parce qu'elle conditionne tout simplement leur survie. Les Palestiniens sont encore plus menacés par le Hamas ou par les mouvements djihadistes qu'Israël. Le Hamas veut renverser l'autorité palestinienne comme elle l'a fait à Gaza, elle veut faire la même chose en Cisjordanie. Il y a donc une convergence d'intérêts entre Israël et l'autorité palestinienne pour lutter contre le Hamas, pour lutter contre les mouvements terroristes en Cisjordanie. Et c'est la raison principale de la coopération palestinienne, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Donc il y a bien sûr là un prétexte, je dirais, pour les Palestiniens idéal, c'est celui d'un changement de majorité, de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président qui est censé être beaucoup plus favorable aux Palestiniens que ne l'était Donald Trump. Mais sur le terrain, que ce soit du point de vue économique ou du point de vue sécuritaire, je ne pense pas que ça entraîne de grands changements. Vous pensez, Stéphane, que les Palestiniens vont aller plus loin peut-être et exiger de revenir à la table des négociations selon les paramètres que pourrait déterminer l'administration Biden ? C'est bien possible. En tout cas, il y aura certainement une volonté de saisir une opportunité de la part des Palestiniens. Mais encore une fois, j'ai l'occasion de le dire souvent sur cette antenne, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à négocier, sur quel dossier on peut vraiment s'entendre. Et en tout cas, c'est mon analyse. Je pense qu'il n'y a strictement aucun terrain d'entente possible entre Israéliens et Palestiniens, que ce soit sur le statut de Jérusalem, que ce soit sur le tracé d'une frontière, que ce soit sur le retour des réfugiés. Le fossé est bien trop grand dans tous ces domaines entre les revendications palestiniennes et ce qu'Israël est prêt à céder. Et il n'y a donc aucune possibilité d'ouvrir des négociations, si ce n'est, comme ça a été le cas ces dernières années, de faire semblant de mettre en place un théâtre diplomatique, comme ça a été le cas à Annapolis, par exemple, en 2007. Mais on se rend bien compte, au bout du compte, eh bien, que c'est voué à l'échec, puisque sur le fond, aucun rapprochement n'est possible. Les deux parties, je dirais israéliens et palestiniens, veulent l'intégralité du territoire, ils veulent l'intégralité de Jérusalem, ils veulent la domination démographique. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, toute négociation, de mon point de vue en tout cas, est vouée à l'échec. Alors, lorsque le chef de la diplomatie bahreïni arrive en Israël, à Jérusalem, et qu'ici même, il dit qu'il faut que les Palestiniens reviennent à la table des négociations, qu'il faut reprendre les négociations, est-ce que c'est juste pour le protocole ou alors véritablement c'est aussi un dialogue, ou en tout cas des propos qui sont mus par le changement de pouvoir aux États-Unis, parce que, eh bien, il va falloir réajuster d'une certaine manière la donne et puis parler des Palestiniens, qui était un dossier qui était abandonné pendant l'ère Trump? Si vous voulez, ça fait partie un petit peu du passage obligé. C'est un peu ce que j'appelais le théâtre diplomatique. Il y a des propos convenus, notamment de se dire favorable à la solution à deux États, à la reprise des négociations. Mais ensuite, il faut examiner la réalité des relations diplomatiques. Il est évident que le Bahreïn et les Émirats arabes unis, et demain sans doute l'Arabie saoudite,
œuvre pour qu'il n'y ait jamais de solution à deux États. Sinon, il ne conclurait pas un accord avec Israël, alors même qu'il n'y a aucune avancée au niveau d'un quelconque processus de paix. Il y a même des déclarations qui vont beaucoup plus loin de la part de responsables saoudiens ou émiratis qui disent ouvertement qu'Israël est la capitale légitime du peuple juif. Il n'y a aucun soutien aux Palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, pour aller vers une lutte armée contre Israël. Donc il est bien évident qu'au-delà des déclarations, les nouveaux amis d'Israël ne font rien pour favoriser la solution à deux États. Et encore une fois, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, on ne risque pas, à mon avis, de revenir à une configuration comme celle d'Oslo, d'autant que la réalité sur le terrain a énormément changé. Il y a de plus en plus d'Israéliens qui vivent dans les territoires. Ils constituent maintenant plus d'un quart de la population de la Cisjordanie. Je vois très mal dans ces cas-là comment est-ce qu'on pourrait revenir à une partition et à la création d'un État palestinien sur ce territoire. Alors, sans Oslo d'un côté, sans le deal du siècle de Trump de l'autre côté, quelles solutions peuvent s'offrir aux Palestiniens aujourd'hui et même sans une option que Binyamin Netanyahou a aussi prônée, dites-moi si je me trompe, parce que Binyamin Netanyahou, dans sa perception des choses, eh bien, justement, le processus de normalisation avec les pays du Golfe Persique devait conduire ces pays à faire pression sur les Palestiniens pour parvenir à un accord, on va dire, à la baisse avec l'État d'Israël. Oui, c'est sans doute ce qu'ils feront. On arrivera sans doute à une forme d'autonomie de la Cisjordanie, mais encore une fois, on ne peut pas parler d'État, puisque l'État que Benjamin Netanyahou promet aux Palestiniens, c'est un État sans réelles frontières, sans contrôle du ciel, sans politique étrangère autonome. C'est en vérité ce qu'il y a déjà actuellement, c'est-à-dire une autonomie palestinienne sur quelques enclaves en Cisjordanie, 8 exactement, autour des grandes villes, Ramallah, Naplouse, Jéricho, etc. Mais c'est si vous voulez, c'est une forme de protectorat israélien en Cisjordanie. Il y a effectivement un État palestinien qui existe déjà, c'est l'État à Gaza, qui est dirigé par le Hamas, qui lui est autonome à bien des égards, même s'il est maintenu sous étroite surveillance à la fois par Israël et par l'Égypte. Et c'est la dynamique qui est engagée. Cela n'ira pas plus loin. Est-ce que les Palestiniens accepteront de formaliser ce protectorat, accepteront officiellement de renoncer à leur rêve d'un État, encore une fois, entre la mer et le Jourdain, puisqu'ils n'ont jamais dit autre chose si on regarde bien les choses? Je ne le pense pas. Je pense donc que ce qui nous attend dans les prochaines années, c'est une poursuite du statu quo et à terme une intégration des Palestiniens, à l'État d'Israël, comme les Arabes israéliens en 48. Alors, je voudrais revenir sur la visite de Mike Pompeo, ces 3 journées de visite. Il a pris son temps, le secrétaire d'État américain, et surtout, il a visité pour la première fois une implantation de Judée et de Samarie, le plateau du Golan également. Il a fait plusieurs déclarations très chaleureuses, plusieurs gestes de bonne volonté, mais finalement, ce n'est pas une forme de grande braderie de fin de période de l'administration Trump qui n'a pas véritablement d'importance. Est-ce que lorsque Mike Pompeo déclare tout simplement que les territoires sont légaux et qu'ils peuvent même contribuer à la paix, eh bien, finalement, ce ne sont que des paroles qui ne se concrétisent pas sur le terrain? Alors non, on peut reprocher beaucoup de choses à l'administration Trump, mais certainement pas la sincérité et la traduction des propos dans les actes. C'est tout simplement spectaculaire. Je pense qu'aucune administration américaine n'a été aussi loin, bien évidemment, bien au contraire, d'ailleurs, je dirais, puisque la plupart du temps, quand les Américains ont dû trancher, c'était en défaveur des Israéliens. Cette fois-ci, il y a eu des actes extrêmement concrets. On peut y rappeler brièvement le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan, la fin du financement de l'UNRWA, l'organisme onusien pour les réfugiés palestiniens. Et certainement que si Trump avait été réélu, il aurait été encore beaucoup plus loin dans la reconnaissance de la souveraineté juive en Cisjordanie, puisque c'était déjà esquissé dans le plan de paix qu'il a présenté l'an dernier. Donc non, je pense qu'il y a au contraire du côté de Pompeo un véritable regret qu'il a voulu exprimer, celui de ne pas rester au pouvoir, et sans doute peut-être aussi une annonce pour prendre date pour l'avenir, une manière de dire si nous reviendrons évidemment, eh bien nous reconnaîtrons carrément la souveraineté juive sur toute la Judée, Samarie, sur toute la Cisjordanie.
ne faut pas oublier que Pompeo est porté par un mouvement idéologique extrêmement puissant. Il ne s'agit pas là d'opportunités conjoncturelles. Il s'agit véritablement d'une idéologie qui est l'idéologie des évangéliques, des mouvements pro-sionistes chrétiens, qui veut qu'il faut favoriser le retour d'Israël, le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Et évidemment, la terre d'Israël, du point de vue biblique, ce n'est pas ni Haïfa ni Tel Aviv, c'est bel et bien Jérusalem, Bethel, Hébron, Naplouse et toutes les villes qui sont mentionnées dans le texte biblique. Alors, une dernière question, je vais vous demander de vous transformer en pronostiqueur. Est-ce que vous pensez que dans les 2 mois qui restent, Donald Trump va encore faire un geste marquant en direction de l'État d'Israël, peut-être reconnaître officiellement la vallée du Jourdain comme sous souveraineté israélienne? Est-ce que ça peut être plausible? Est-ce que on a parlé de Jonathan Pollard qui pourrait être libéré par quitter sa liberté surveillée à New York et venir s'installer en Israël? Ça vous semble plausible, un grand geste de départ de Trump? Pollard, oui, parce que ce serait un geste d'une portée politique assez limitée. Il s'agit d'un individu, mais je ne pense pas que Trump puisse se permettre quelque chose d'aussi radical, d'aussi ambitieux que la reconnaissance d'une annexion israélienne du Jourdain ou d'autres territoires. Il est à la fois trop près du départ et trop fragile politiquement, puisque on voit qu'il peine à accepter sa défaite. Il est extrêmement bousculé. Je ne vois pas qu'il va ajouter à son fardeau une telle décision sur Israël. En revanche, je suis, si vous voulez, beaucoup plus prudent sur le changement que pourrait constituer l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche. Je pense que Biden maintiendra le statu quo et donc permettra à Israël de conforter ses positions en Cisjordanie, d'augmenter le nombre d'Israéliens dans ces territoires et donc, à terme, encore une fois, d'aller vers l'annexion de ce territoire. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Merci, Shalom. Daniel. À bientôt. À bientôt. Au revoir.